Et Benyamin Netanyahou n'avait vraiment pas besoin de ça. On le dit acculé depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Eh bien, on dit aussi désormais qu'il était potentiellement au courant de ce que préparait le Hamas. C'est en tout cas ce que dit Yair Lapid, chef de l'opposition et ancien Premier ministre israélien. Tous les chefs des forces de défense, Tsahal, les RG, la police, les services de renseignement ont averti le gouvernement et le cabinet d'un embrasement violent. Mais les ministres ont ignoré coup sur coup les recommandations des forces de défense à agir de façon prudente et responsable. Rina Bassiste, je sais que vous n'avez pas la réponse, je crois que personne ne l'a autour de ce plateau, mais malgré tout, est-ce que le faisceau d'indices que nous fournit notamment Yair Lapid est suffisant pour penser que oui, il y a eu un mauvais jugement de la part de Benyamin Netanyahou et qu'il avait été informé, au moins que quelque chose montait, quelque chose était peut-être dans les tuyaux? Bon, d'abord, ces accusations de M. Lapid, ils ne vont pas disparaître. Là. C'est quelque chose, il a lancé ça, c'est quelque chose que la société israélienne, l'armée israélienne, M. Netanyahou même, il faudra avoir des réponses. Ce n'est pas quelque chose qui pourra s'échapper à ne pas répondre, parce que c'est très, très grave. Maintenant, la question est, M. Lapid était quand même assez vague, et la question est-ce qu'il parle des avertissements généraux qui étaient diffusés pendant des mois et des mois pendant cette campagne de la réforme judiciaire menée par le gouvernement Netanyahou? Est-ce qu'il parle de quelque chose de plus précis? Est-ce que vraiment il parle des avertissements sur cette attaque-là? Est-ce qu'il y avait des avertissements qu'il y avait quelque chose de très grande ampleur qui était préparé? Ça, on ne sait pas encore. Peut-être M. Lapid va élaborer sur ça plus tard. Ça, je ne sais pas. Mais M. Lapid a raison sur les fonds, hein, parce que ça fait des mois que des ex-généraux, que des gens qui étaient très hauts dans le système sécuritaire israélien, qu'il avertit, qu'ils disent cette réforme judiciaire, ça nous fragilise. D'abord, ça nous fragilise comme une société. Ça détourne l'attention. Ça détourne l'attention, mais ça fragilise aussi l'armée même. Parce que les gens, ils ne veulent plus venir faire leur service des réservistes, parce qu'ils ne croient plus à ce gouvernement. Ce gouvernement ne les représente plus, ce n'est pas un gouvernement d'un pays démocratique, etc. Et toute cette fragilité de la société et de l'armée, ça n'a pas échappé aux ennemis d'Israël. On a attendu pendant des mois aussi des déclarations de M. Nasrallah, le chef de Hezbollah, disant Israël est fragile et c'est le moment de l'attaquer. Sûrement, Hamas a aussi pris compte de ça, même si maintenant on pense que cette attaque de Hamas s'était préparée peut-être 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans en avance, donc peut-être avant que cet épisode de la réforme judiciaire était mis en place, mais sûrement les moments d'attaquer Israël n'étaient pas choisis par hasard. Gallagher. Incompétence ou malveillance? Incompétence, soit celle de l'appareil sécuritaire, et on a rappelé il y a quelques minutes tous les moyens dont il est doté, et ne pas oublier qu'il utilise très largement également le renseignement humain, ceux qu'on appelle les collaborateurs à Gaza, qui permettent d'identifier, géolocaliser les cibles et qui fournissent énormément de renseignements aux Israéliens, ou alors incompétence de l'appareil politique auquel justement l'appareil sécuritaire et de renseignement et militaire rendent compte et présentent des schémas. C'est-à-dire que les renseignements disent « nous voyons, nous prévoyons », et c'est aux politiques de décider, d'apprécier la menace et la réponse la plus adéquate parmi les options qui sont proposées. Et il semblerait, parce que M. Yair Lapid n'est pas le premier à dire cela, il faut savoir que les Égyptiens ont dit qu'ils avaient prévenu l'appareil politique israélien d'une menace imminente. Malveillance, dernier scénario. Et je vous le rapporte parce que je le lis, notamment dans des témoignages, sortis des kibbutz. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sociologie des gens qui habitent dans ces localités qui ont été martyrisées par le Hamas le 7 octobre, c'est beaucoup de gens qui appartiennent au camp de la paix, des vieux gauchos, qui voulaient la paix, et qui, pendant des semaines, des mois, ont dit aux militaires, ce qu'on voit de l'autre côté de la barrière n'est pas habituel, ils préparent quelque chose de grande envergure. Mais l'obsession de ce gouvernement d'extrême droite annexionniste, c'est la Cisjordanie. Donc on déploie des brigades, des unités qui habituellement étaient là pour sécuriser justement ces communautés dans le sud. Et on concentre les forces et les efforts sur la Cisjordanie, avec le triste résultat que l'on voit le 7 octobre sous la forme d'attaques terroristes et de la perte de 1400 concitoyens israéliens. Donc voilà, tout cela est dans la balance. Je rappelle qu'il y a quelques
24-48 heures, Benjamin Netanyahou face à une presse qui a été une presse israélienne, dont il faut quand même saluer, si vous voulez, l'excellence dans la poursuite des faits et de la vérité, a dit bon, d'accord. Et il a pointé comme ça en direction de sa personne en disant oui, je rendrai des comptes, moi aussi. Et ça, j'en terminerai par là. Ça pose une question, c'est-à-dire quand on voit se dessiner, si vous voulez, cette catastrophe et les répercussions qu'elle aura pour Bibi Netanyahou, un homme qui quand même est potentiellement passible de prison dans son pays. Et Israël, c'est un pays où on met en prison des anciens premiers ministres, des anciens présidents, Ehud Olmert, Moshe Katsav. Il a 3 affaires. Et là, qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Oui, je rendrai des comptes après la guerre. Après la guerre. Commission à Grenade, comme après la guerre du Kippour. Donc il a tout intérêt à ce que la guerre dure. Et qu'est-ce qu'il n'arrête pas de répéter? Cette guerre sera longue et difficile. Parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus les témoignages émergent et plus ils se retrouvent au centre du viseur comme portant une immense part de responsabilité dans la tragédie survenue le 7 octobre et celle qui suit. Puisque s'il y a une forme de sidération qui se poursuit par rapport aux images qui sortent de Gaza, c'est aussi parce que tout cela est en train d'être décidé en partie par un homme dont la crédibilité politique est quand même très largement entamée aujourd'hui. Et c'est malheureusement assez cynique, mais si je vous suis bien, ça veut dire que potentiellement, alors qu'on a mis en avant des erreurs du renseignement, c'est pas tant une erreur de renseignement qu'une erreur d'appréciation à partir du renseignement. Excusez-moi, c'est assez récurrent dans l'histoire, je pourrais dire. C'est pas la première fois. Alors je ne connais pas la valeur des renseignements, je ne connais pas l'importance des renseignements, et on le saura évidemment, je pense, parce qu'il y aura forcément une commission d'enquête qui se fera après la guerre dans un certain temps. C'est vrai que il y a une capacité chez les hommes en général et ceux qui décident de ne pas voir ce qu'on ne veut pas croire. De ne pas voir ce qu'on ne veut pas croire. Donc il y avait un intérêt évidemment de Netanyahou par rapport, il est obsédé par cette réforme de la justice et évidemment je pense qu'il a peut-être négligé les alertes. Alors je vais parler de 2 précédents historiques qui sont assez célèbres. Un qui concerne la France, à Dien Bien Phu. Alors vous me direz c'est très loin, on en est dans les 50, mais enfin c'est très très clair. Dans la cuvette de Dien Bien Phu, on voyait très bien les Nord-Vietnamiens arriver avec leur artillerie, etc. On dit, il va y avoir une attaque. Et sur place, les militaires, non, c'est pas possible, il n'y a pas de moyens, etc. Bon, bref, il y a eu l'attaque et Dien Bien Phu a été perdu. La plus célèbre des erreurs, c'est l'opération Barbarossa, évidemment. Staline savait exactement, mais il avait plus de 80 renseignements différents, y compris d'Angleterre, de Churchill, qui lui a dit attention, il va y avoir une attaque allemande. Il n'a pas cru, et le jour où ça s'est passé, il a été bon. Donc vous voyez, c'est assez récurrent chez les hommes politiques de ne pas voir ce qu'on ne veut pas croire. Général. Non, c'est tout à fait ça. Donc, on a du mal à croire, comme on l'a dit, l'opération du Hamas, c'est une opération qui a été préparée, planifiée pendant des mois, voire des années. On a du mal à croire que les services de renseignement israéliens, aussi forts que l'on connaît, la réputation du service du Mossad est quand même extraordinaire. On a du mal à croire qu'ils n'ont pas pu interpréter, en tout cas observer et interpréter. Voilà. Après ça, vu l'ampleur. Comme on l'a dit, et l'ampleur de ces préparatifs et l'imminence d'une opération, d'une offensive. Donc, il y a une double faute, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un refus d'interpréter des signaux alors faibles, forts, un refus de voir ce qui se passait sur le terrain. Donc, alors tout ça est alimenté par la politique de Netanyahou depuis des années. Il y avait un reportage très impressionnant, un extrait d'un reportage d'une interview de Netanyahou qui disait tout ça, je vais embobiner les Américains, on va s'emparer des terrains, etc. Voilà, donc il y a un dessein, donc il y a cette faute-là, et donc le refus de voir ce qui pouvait contrarier ce dessein et le faire échouer, dans un contexte qui était apparemment au point international, qui était très favorable. Et la deuxième faute, c'est une faute en interne, de politique interne, c'est de fragiliser la société israélienne à un moment où justement, elle n'avait pas besoin d'être fragilisée, où il y avait quand même des signes. Donc vraiment, là, il y a une conjonction. Effectivement, nous, on n'est pas capable de dire si vraiment Netanyahou a eu des informations très précises, etc., etc. Donc on ne peut pas le dire. Mais c'est vraisemblable et ça n'est pas vraiment étonnant. On va retrouver David Benaïm, qui est notre correspondant en Israël. Bonjour à vous, merci d'être en direct sur LCI. Quand même, ça commence à faire beaucoup pour le Premier ministre israélien. Il est vraiment sous le feu des critiques de plus en plus chaque jour. Il est sous le feu des critiques de plus en plus chaque jour, mais il faut savoir que l'homme politique, Netanyahou,
est totalement fragilisé ici. Son avenir politique est de l'avis de tout le monde terminé. Mais le chef de guerre, le Premier ministre, ne l'est pas. Vous savez qu'il y a eu un tweet hier qu'il a posté puis supprimé. La polémique est vraiment sur le fait que lui veuille mettre la responsabilité sur la chaîne de communication du renseignement. La problématique ici n'est pas de savoir si Netanyahou savait ou ne savait pas. Mais les polémiques sur sa responsabilité, ça ne fait pas du tout la une de la presse, les sujets de plateau ici. C'est vraiment un pays en temps de guerre et ce genre de polémique intéresse davantage à l'international qu'en interne, ce qui est compréhensible. Ici, la préoccupation, c'est le sort des otages dont le chiffre est passé à 239. Il ne cesse de grimper parce qu'il y a de nombreux portés disparus et de corps qui n'ont pas encore été identifiés après plus de 3 semaines depuis les massacres du 7 octobre. Et une fois les corps identifiés, les portés disparus rentrent dans l'escarcelle des otages. Bien sûr que les familles sont en colère. Elles sont en colère que des couloirs humanitaires sont autorisés alors que les otages sont encore entre les mains des terroristes du Hamas. C'est ce qu'ils ont exprimé hier soir encore au Premier ministre. Ils sont en colère parce qu'il manque d'informations sur la manière dont les membres de leur famille vont être ramenés à la maison. Et ce qui est certain, c'est que les familles des otages ici ont réussi à renverser l'opinion. Leur retour est devenu clairement une priorité. Et je peux vous assurer qu'on ne parle pas du sort de Netanyahou en ce moment parce qu'il est le chef de guerre. Merci beaucoup David Benaïm en direct d'Israël.